Voilà, ça, c'est un très bel exemple. Moi, je suis quand même agréablement surpris par toutes les initiatives que l'on peut voir à droite à gauche. Euh, je crois que je l'avais dit lors de mon précédent passage à ce micro, notamment au niveau des restaurants, au niveau des petits commerces, etc. On voit des gens qui prennent des initiatives pour se sauver, pour s'aider les uns les autres. On voit des initiatives de mairies, de départements, de communautés d'agglo. Et là, je parle vraiment au niveau national. J'ai vu des communes qui prennent en charge le loyer des commerçants, etc. Je trouve enfin franchement, à toute chose, malheur est bon. Moi, je suis quand même quelque part rassuré sur comment dire, la mentalité et le dynamisme français et le dynamisme des gens, parce qu'on voit quand même des initiatives. Et vraiment, je voudrais saluer tous ceux, bien entendu, qui œuvrent de manière positive pour sauver les autres. Merci Pierre Cuchely. Du personnel de santé, mais pas que. Aujourd'hui, nous parlons économie. Je suis en compagnie de Pierre Cuchely, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, vice-président de la CPME et président du savoir industriel. Jean-François Benon aussi à nos côtés, directeur général du comité d'expansion du Val d'Oise. Et donc, premier sujet du jour, si vous voulez bien, c'est finalement cette interpellation, j'allais dire, Pierre Cuchely, que vous avez signée avec la CMA, la Chambre des métiers, le MEDEF du Val d'Oise, la FFB, la Fédération du bâtiment, et la CPME. Finalement, vous êtes indignés, c'est inacceptable, vous dites. Vous signez aussi, ce communiqué est co-signé également par d'autres départements et chambres de commerce de l'Île-de-France. Il y a eu une action au départ de la CCI régionale Paris-Île-de-France pour soutenir la ligne 17, et effectivement, nous on a souhaité appuyer dessus. Donc effectivement, la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise avec les partenaires que vous avez cités, et les départements du 93 et du 77, a priori, font la même chose. Moi, c'est très simple. Je considère que cette ligne 17 et la gare de Gonesse sont des sujets sur lesquels il ne faut pas revenir. Alors on va redire peut-être pour les auditeurs, la ligne 17, c'est la ligne qui part de Saint-Denis-Pleyel et qui va jusqu'au Mesnil-Amelot. C'est une ligne rapide qui part de Saint-Denis-Pleyel jusqu'au Mesnil-Amelot et qui passe par le Bourget, par le palais des expositions de... Le parc des expositions de la Courneuve. De Villepinte. Donc très important pour nous, Chambre de commerce et d'industrie, et puis l'aéroport de Roissy derrière, avec d'autres haltes, dont la gare de Gonesse. Donc pour nous, si vous voulez, le sujet, il est clos, je veux dire, cette ligne 17 et la gare de Gonesse qui vont avec, pour nous, ce sont des sujets qui sont acquis. Il est hors de question qu'il y ait une nouvelle remise en cause, qu'il y ait un retard quelconque. Nous demandons à ce que les travaux démarrent et inclut la gare de Gonesse. En fait, les travaux avaient démarré, ils se sont arrêtés, et donc vous souhaitez que ces travaux reprennent, c'est bien ça? Il faut qu'ils repartent d'urgence. Je rappelle quand même que cette ligne 17 et cette gare de Gonesse, ce sont les seuls composants de la métropole du Grand Paris qui sont dans le Val d'Oise, que les entreprises du Val d'Oise payent chaque année 22 millions d'euros pour le Grand Paris Express. Et donc pour nous, ça suffit. Je veux dire, cette question ne se discute plus. Nous souhaitons que la ligne 17 et la gare de Gonesse se fassent. Tout le développement économique autour du Bourget, autour de Villepinte. Il n'y a pas une ville moderne au monde qui n'a pas une ligne rapide qui permet de rejoindre l'aéroport, son aéroport principal. Je veux dire, ce sujet ne se discute même plus. Et bien entendu, nous militons, nous, forces économiques, pour qu'il y ait du développement au nord de cette ligne 17, c'est-à-dire sur tout le territoire du nord-est du Val d'Oise. Il est extrêmement important que cette ligne 17 et cette gare de Gonesse voient le jour le plus rapidement possible. Donc nous avons effectivement souhaité manifester notre mécontentement et notre fermeté et notre motivation à ce que cette ligne 17 et la gare de Gonesse se fassent. En plus, cela permettrait bien sûr de desservir, comme vous l'avez dit, l'aéroportuaire, mais aussi les hôtels, les congrès, puisque vous avez dit qu'il y a le parc des expositions de Villepinte, il y a aussi celui du Bourget dedans, donc c'est très important tout ça. Bien sûr. Non mais c'est vital, je veux dire, c'est vital. Ou alors, il faut prendre une décision politique, et là c'est le président de la République qui peut la prendre, de dire on arrête le développement économique en France parce qu'on est trop développé, on n'a pas encore assez de chômeurs, donc arrêtons tout, quoi. Hein. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit la volonté. Je comprends qu'il faut écouter toutes les voix
se lèvent à droite à gauche, mais à un moment donné, il faut quand même être sérieux. Il y a quand même des projets, ça ce sont des projets qui ont été décidés quand même il y a longtemps, maintenant ça suffit, quoi. Mais justement, pourquoi mettons autant de temps avant d'agir sur un projet ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à d'autres pays qui vont plus vite que nous? Je pense qu'en France, à un moment donné, et là je vais encore une fois être un peu provocateur, trop de démocratie tue la démocratie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on n'entend que les gens qui ne sont pas contents. Les gens qui sont contents, on ne les entend jamais. On a parlé des gilets jaunes à un moment donné, mais la majorité des Français n'étaient pas gilets jaunes. Mais on entendait tous les flashs d'infos et ces chaînes d'infos en continu là, qui se nourrissent de ça, on n'entendait que les gilets jaunes. Mais tous ceux qui sont contents de leur sort ou on les entend jamais. Bon. Et en France, on donne trop d'importance et trop de pouvoir aux gens qui ne sont pas contents. Je comprends qu'on ne soit pas content. Je comprends quand on n'est pas content, on le dise. Mais est-ce qu'on doit mettre le pays à l'arrêt? Donc ce que vous dites, c'est que c'est plutôt la minorité qu'on entend plutôt que la majorité. Moi, je trouve qu'on entend trop les minorités, quel que soit leur mérite par ailleurs. Et je pense que trop de démocratie tue la démocratie. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure pour le gouvernement. Je veux dire, aujourd'hui, l'action du gouvernement est entravée par les menaces judiciaires qui portent sur les ministres. Et je le comprends. Si moi, on me disait, attention, tu défends la ligne 17, tu vas te retrouver au tribunal parce que tu es président de la Chambre de commerce et d'industrie et on risque de venir perquisitionner à 6 h du matin chez toi et de te foutre en tôle, peut-être ça ne me ferait pas changer mon discours, mais peut-être que je réfléchirais à 2 fois. Là, vous faites référence à ce qui est arrivé à Olivier Véran. Qui a eu quand même une perquisition chez lui à 6 h du matin. Il a dit qu'il trouvait ça normal. Je ne suis pas sûr que c'était le fond de sa pensée. En tout cas, moi, personnellement, si la police débarque à 6 h du matin parce que je suis venu au micro de IDFM pour défendre la ligne 17, non, je ne trouverais pas ça normal. Merci Pierre Cuchely. Alors vous avez rappelé quelque chose de très important, 22 millions d'euros versés par les entreprises pour cette ligne 17. Pas pour la ligne 17, pour le Grand Paris Express. Mais je veux dire, la ligne 17 et la gare de Gonesse, ce sont les seuls composants qui sont dans le Val d'Oise. Donc je veux dire, on mérite quand même ça, quoi. On mérite quand même d'avoir au moins quelque chose. Je veux dire, les entreprises ne peuvent pas toujours payer pour rien. Donc finalement, le Val d'Oise est défavorisé, c'est ça que vous voulez mettre en avant? De toute façon, le Val d'Oise est défavorisé. Moi, si vous voulez qu'on aille plus loin que ça, je vais dire, qu'est-ce que c'est que ce Grand Paris qui comprend 7,5 millions d'habitants, c'est ça? Non, 12 millions d'habitants. Non, mais l'Île-de-France, c'est 12 millions, et le Grand Paris, c'est 7,5 millions. Donc ça veut dire qu'on exclut 5,5 millions. À quoi ça sert d'avoir une région Île-de-France? Je ne comprends pas, moi. Franchement, je suis pour le développement économique, mais ce Grand Paris exclut un certain nombre de territoires, dont le Val d'Oise, à part Argenteuil et Besançon. Alors, autre sujet avec vous, Pierre Cuchely. Je rappelle que vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, vice-président national de la CPME. Vous avez créé un groupe qui s'appelle Val d'Oise 2027. Alors, pour vous, au départ, c'était un objectif d'avoir des projets de développement. Est-ce qu'on peut citer quelques pistes aujourd'hui? Disons que rapidement, ce que nous avons fait lorsque le projet Europa City a été arrêté de manière brutale et inexpliquée, nous avons souhaité faire entendre la voix des forces économiques et politiques du département. Donc nous nous sommes réunis avec le comité d'expansion économique du Val d'Oise, avec la CPME du Val d'Oise, le MEDEF du Val d'Oise, la Fédération française du Val d'Oise, la Chambre des métiers du Val d'Oise. J'ai oublié personne, Jean-François? Je pense pas. Non. Voilà, et nous avons invité à des réunions les 15 parlementaires du département, les présidents de communautés d'agglo du département, ainsi que les 2 maires des 2 villes du Val d'Oise qui ne sont pas dans une communauté d'agglo du Val d'Oise, c'est-à-dire Argenteuil et Besançon, et on leur a proposé de réfléchir ensemble à faire des propositions. Au moment où nous avons lancé ça, le gouvernement a nommé le préfet Rol-Tanguy pour trouver des solutions. Donc le préfet Rol-Tanguy s'est invité à nos réunions, ce qui est plutôt une bonne chose. Même si en arrivant, la première chose qu'il nous a dit, c'est qu'il était à la retraite et que j'ai répondu, c'est exactement ce dont nous n'avons pas besoin. Mais merci quand même. Donc nous lui avons fait un rapport dans lequel effectivement nous avons mis une douzaine de projets qui pourraient être amenés sur le territoire de Gonesse, plus d'autres projets que l'on peut ramener ailleurs sur le territoire. Alors, ce sont des projets extrêmement variés parce qu'il faut savoir que nous n'avons jamais eu d'explication sur l'arrêt d'Europa City, mais on ne nous a jamais dit voilà les projets qui seraient acceptables. Nous n'avons pas de cahier des charges. Donc on avait des projets aussi bien industriels, culturels, commerciaux, vraiment dans tous les de distribution, en circuit court, pas, agriculture, bio, etc. On avait vraiment un catalogue de la redoute. D'ailleurs, quand je l'ai remis au préfet Rol-Tanguy encore une fois,
au nom de toutes les forces que j'ai citées auparavant. Il m'a dit, écoutez, vous êtes le premier à m'amener un travail commun dans le Val d'Oise et je vous en remercie. Je ne sais pas ce qu'est devenu ce rapport, j'imagine qu'il a dû caler la table qu'il avait dans son bureau au grenier du ministère de l'écologie, là-bas, boulevard je ne sais plus quoi, Saint-Germain. Donc vous pensez que vos idées ne sont jamais arrivées au gouvernement? En tout cas, j'ai découvert le rapport Oltanguy dimanche, lorsque je l'ai reçu, lorsque M. le préfet du Val d'Oise me l'a envoyé, avec la lettre de mission qu'il vient de recevoir, lui, du Premier ministre, pour essayer de trouver des solutions pour développer des projets dans le nord-est de ce département. Et nous allons, avec le groupe VO 2027, alors pour l'instant, je n'ai pas associé les forces politiques, parce que je pense qu'il faut qu'on soit assez compact, qu'on ne soit pas trop nombreux de manière efficace. Parce que l'idée, c'est d'être positif et constructif. Parce que si on commence à dire ce qu'on dit là au micro, que c'est très difficile de faire des choses en France, on n'avancera pas. Donc on va essayer d'apporter une contribution complémentaire du rapport que nous avions fait. On va lui renvoyer le rapport que M. le Préfet a déjà lu. Une bonne nouvelle quand même, c'est que je pense que la nomination ou la lettre de mission qui a été confiée par le Premier ministre au préfet, c'est quand même le signe qu'il y a des choses qui vont se passer. Et moi, je fais confiance au préfet Saint-Quentin pour faire avancer des projets. Le préfet du Val d'Oise. Voilà, le préfet du Val d'Oise, notamment des projets vraiment franco-français, pour qu'on les fasse avancer parce qu'on en a besoin et qu'on les fasse avancer vite. Une bonne nouvelle aussi que m'a appris M. le préfet, c'est que 3 sous-préfets à la relance économique vont être nommés en Ile-de-France et il va y en avoir un pour le Val d'Oise. C'est quand même une très très bonne chose. Donc ça, c'est le scoop du jour. 3 sous-préfets, je répète parce que c'est important, 3 sous-préfets à la relance économique vont être nommés en Ile-de-France, dont un pour le Val d'Oise. Tout à fait. Donc moi j'en suis très content parce que ça veut dire quand même que quelque part il y a une prise de conscience qui est faite. Donc là, nous sommes réunis hier, on doit donner notre contribution pour vendredi. Il est clair que ça ne nous laisse pas beaucoup de temps. Malheureusement, M. le Préfet lui-même doit rendre son rapport, je crois, début décembre. Donc lui-même n'a pas beaucoup de temps. J'ai eu un long entretien avec lui hier soir au téléphone. En tout cas, de notre côté, et je parle au nom de la Chambre de commerce et d'industrie, mais aussi pour le CEVO et pour tous nos partenaires de ce groupe VO 2027, on va amener tout ce que l'on peut, toutes nos forces, pour que le préfet du Val d'Oise réussisse dans cette mission et qu'on ait des projets qui arrivent le plus vite possible. Et je suis quand même assez confiant, notamment par rapport à la motivation que j'ai ressentie de la part de M. Saint-Quentin. Et je n'imagine pas... Le préfet donc du Val d'Oise. Et je n'imagine pas que le Premier ministre et que le cabinet du Premier ministre lui ait confié une mission sans que ça aboutisse derrière, ou alors là, vraiment... Il faut tirer le rideau, quoi. Alors justement, vous nous avez mis un petit peu l'eau à la bouche. Est-ce qu'on peut quand même avoir quelques idées de projets qui sont sous le coude dans vous, je peux pas vous tous? Je ne peux pas trop en dire pour l'instant parce que je pense que ça va se savoir très, très rapidement. Mais encore une fois, il y a des projets qui vont partir vraiment sur de la production agricole bio jusqu'à peut-être de la distribution court terme. Circuit court, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis toujours court terme, circuit court avec une partie entrepreneuriale, industrie qui va être à côté, en tout cas je l'espère. Malheureusement, nous sommes avec ce groupe dont je suis un peu le porte-parole, que voilà, des apporteurs d'idées, nous ne sommes absolument pas décideurs, parce que sinon d'abord ça serait fait depuis longtemps. Mais en tout cas, voilà, on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice. En tout cas, donc tous ces projets seront remis, donc je répète, au préfet du Val d'Oise d'ici la fin de la semaine, et même ceux que vous aviez donnés à M. Oltanguy, j'imagine. On va lui redonner bien entendu le rapport que nous avions fait, puis on va essayer de le mettre un petit peu à jour, d'apporter des contributions, mais pas que sur les projets. On parle des projets, il y a tout ce qui va autour, il y a bien entendu. Et je ne l'ai pas cité dans les 12 projets que nous avions, il y avait aussi des projets en termes de formation. Il faut bien entendu prévoir tout ce qui va formation autour. Il faut prévoir tout ce qui est mobilité, parce que si on implante des projets ou des choses dans cette partie-là, il est clair que d'abord il faut bien entendu la ligne 17, avec la gare de Gonesse. Il va falloir aussi d'autres infrastructures. Aujourd'hui, si vous avez des personnes qui habitent à Cergy, qui veulent aller à Roissy, il y a quand même un vrai problème, donc il va falloir quand même y réfléchir. Vous avez plein de jeunes aussi dans le Vexin qui, une fois que leurs études sont finies, n'ont plus trop le choix. S'ils veulent travailler, où ils s'en vont? Il faut partir. Où ils s'en vont, ou bien ils touchent le chômage, quoi, parce que dans le Vexin, il n'y a quand même pas beaucoup d'activités. Il va falloir qu'on travaille aussi là-dessus. Mais voilà, donc on va essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. C'est extrêmement important, vous l'avez dit Florence tout à l'heure,
juste à côté du triangle de Gonesse, il y a des quartiers où, moi j'ai vu dans le rapport Roll-Candy des taux de chômage de 25%, c'est pas vrai, c'est beaucoup plus que ça. Il faut compter tous les gens qui sont en fin de droit et qui sont pas inscrits à Pôle emploi. Oui, parce qu'il n'y a pas que les jeunes, il y a aussi les plus de 50 ans. Et moi, quand je le provoquais un petit peu, je dis que c'est clair que si on ne donne pas à ces jeunes des idées ou des rêves ou des objectifs, eh bien les meilleurs partiront et les autres resteront là à faire des bêtises comme ils peuvent le faire de temps en temps. Mais autre sujet, on continue si vous voulez bien, Pierre Cuchely. Autre sujet, c'est donc, bien sûr, on en a un petit peu parlé quand même, les bars, les commerçants, les bars, les hôtels, les restaurants. Donc, où en est-on en ce moment? Est-ce que vous pensez que dans le Val d'Oise, ils vont pouvoir perdurer? Quelle situation vous envisagez? La situation est catastrophique pour les bars et les restaurants et d'autres métiers auxquels on ne pense pas forcément. Et des métiers qui sont liés aussi, par exemple les entreprises de nettoyage qui nettoient les restaurants, les hôtels, etc. Je veux dire, ces gens-là sont dans une situation catastrophique, d'autant plus qu'on ne leur donne pas de perspective. Aujourd'hui, le petit commerce, il se dit, bon, peut-être qu'on va ouvrir le 27 novembre, peut-être qu'on va ouvrir, peut-être qu'on va pas ouvrir, mais au moins ça leur donne une perspective. Ça donne un espoir. Les commerçants, on leur donne rien, ou on leur dit, ça va peut-être être le 15 janvier. Mais si tout va bien, c'est scandaleux. Bon, ces entreprises-là, moi je suis extrêmement... Vous voulez dire les restaurants? Les bars, les cafés. tous ces métiers-là. Pas avant le 15 janvier. Alors j'entends, à droite à gauche, on dit, ils ont qu'à faire du click and collect, hein, c'est-à-dire vous passez une commande et puis vous allez chercher. C'est super. Mais moi, les restaurateurs avec qui je discute du click and collect, ils me disent, tu sais, on fait ça, surtout parce que ça nous permet de garder la tête au boulot et de continuer à penser à autre chose. Et de penser à autre chose. Parce qu'au niveau chiffre d'affaires, je dis bien chiffre d'affaires, je ne parle pas de marge, hein. Au niveau chiffre d'affaires, c'est entre 10 et 20% du chiffre d'affaires normal. Donc de toute façon, on perd plein de C'est pas rentable. Voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on chuchote qu'entre un bar et restaurant sur deux ne rouvrira pas. Je ne sais pas si vous voyez le drame. Parce que pour des commerces non essentiels, c'est absolument dramatique. Quand on ose dire que ce sont des commerces non essentiels, c'est insulter des petits patrons, parce que pour eux, si pour le gouvernement ces commerces sont non essentiels, pour ces commerçants-là, pour ces patrons-là, c'est essentiel, c'est leur vie. Ils sont quotient personnel à droite à gauche. Vous savez, une entreprise qui ferme, souvent, bien sûr, le dirigeant d'abord n'a pas de salaire, il n'a plus de salaire, il n'a plus de revenus. Deuxièmement, il a des cautions à droite à gauche, il a l'eau propre, tous ceux qui sont sauvés, il a vu, et l'autre il n'y arrive pas. Et parfois c'est des drames familiaux. C'est la femme qui s'en va en disant, ou le mari qui s'en va en disant, t'as vu, c'est bon, moi j'ai pas payé tes dettes, quoi. Hein. Je veux dire, ce sont des drames. Donc quand on dit que ce sont des commerces non essentiels, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et c'est vrai que personne, vous avez raison, personne ne parle de ces drames humains qui sont derrière, et puis surtout le manque d'espoir. C'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire après, de toute manière. Bien sûr. Alors il faut quand même signaler une initiative qui a eu dans plusieurs départements et qui a eu lieu notamment dans le Val d'Oise à l'initiative de l'ancien président du tribunal de commerce, Gérard Maury, qui a créé APESA, justement pour... une association en soutien au moral des chefs d'entreprise. Voilà, pour aider justement ces chefs d'entreprise qui vont dans le mur, donc pour essayer d'éviter qu'ils commettent l'irréparable. Il y a aussi des associations comme 60 000 rebonds qui étaient présidées jusqu'à il y a peu de temps par mon ami Laurent Pillard, qui là aussi aide ces entrepreneurs, une fois qu'ils ont liquidé, qu'ils ont tout perdu, peut-être à essayer de rebondir. Il y a des initiatives qui sont prises aussi par la CPME nationale pour créer des GPA, des groupes de travail qui réunissent toutes les composantes pour justement aider ces entreprises éventuellement à déposer ou à cesser leur activité le plus en douceur possible et de rebondir derrière. Il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prêtes, mais ce sont des drames. Et moi, rien ne me met plus en colère que d'entendre parler de commerce non essentiel. C'est scandaleux. On va rappeler, Pierre Cuchely, ce que vous venez de dire, c'est très important. C'est donc les deux associations que vous venez de citer, APESA pour les chefs d'entreprise et 60 000 rebonds. Si votre morale ne va pas, eh bien, n'hésitez pas à aller les contacter, évidemment, parce que la période est dure. N'hésitez pas aussi à vous rapprocher de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, qui ont des cellules dédiées. Des mouvements patronaux comme la CPME, le MEDEF ou MEVO dans le Val d'Oise, qui ont des interlocuteurs qui, au moins, sauront vous diriger et sauront vous conseiller, que ça aille bien ou que ça aille mal d'ailleurs. Alors, autre information avec vous, Pierre Cuchely, aujourd'hui, c'est l'accord que vous avez signé avec La Poste et ça s'appelle Place de Noël, c'est ça? Alors, nous avons effectivement lancé il y a quelques jours, c'est tout récent, une plateforme qui s'appelle Place de Noël.
en fait, c'est gratuit, en tout cas jusqu'au 31 décembre. Et ça se fait avec les communes. L'idée, c'est de répertorier les commerces qui font du click and collect. Je suis désolé, c'est pas moi qui ai inventé ce terme en anglais. Le gros avantage, c'est que c'est très facile à mettre en œuvre, donc c'est gratuit, comme je l'ai dit, et ça permet aux commerçants de se faire connaître et aux consommateurs de passer des commandes, de payer et de se faire livrer gratuitement jusqu'à Noël. Donc c'est vraiment une belle opération. Donc moi j'incite vraiment toutes les villes du Val d'Oise qui n'ont pas encore lancé ce genre d'opération de le faire, d'ailleurs avec cette opération ou d'autres. Il y a d'autres, j'ai vu qu'il y avait des villes comme Anguin d'ailleurs, comme Montmorency qui sont partis sur d'autres plateformes. L'essentiel, c'est qu'on aide ces commerçants à mettre en place ces systèmes et qu'on facilite au maximum la possibilité pour les consommateurs d'acheter des produits locaux. C'est pas la peine d'aller pour acheter des produits en Chine, Amazon est là, mais achetons du Made in 95. Moi, j'encourage aussi les commerçants, les TPE, les PME, les ETI, tout le monde à se faire labelliser Made in 95. C'est très facile. Il suffit d'aller sur le site de la Chambre des métiers ou de la Chambre de commerce et d'industrie. Il y a un petit logo rouge, un petit carré rouge, je ne l'ai pas sur moi aujourd'hui, marqué hashtag Made in 95. Je suis sidéré qu'il n'y ait pas plus d'entreprises qui se fassent labelliser. Ça ne coûte rien. Il y a 5 questions et ça fait un réseau et ça fait connaître le savoir-faire extraordinaire que nous avons dans le département. Parce que nous sommes dans un département mal aimé qui a été oublié pendant des années, mais c'est un département extraordinaire. Mais très solidaire, effectivement. Énorme et solidaire. Croyez-moi, ce groupe de travail VO 2027 que nous avons mis en place, il n'y a pas beaucoup de départements en Ile-de-France et même en France qui seraient capables de faire travailler ensemble la CPME, le MEDEF, la Fédération Française du Bâtiment, le département que j'ai oublié de citer tout à l'heure, le CEVO, enfin tout le monde, les parlementaires. Moi je voudrais rendre hommage à nos 15 parlementaires En Marche, Parti Socialiste, tout parti confondu, en fait, qui sont venus et qui ont travaillé ensemble sans faire de polémique politique. Franchement, chapeau. On a un département. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de départements aussi solidaires. Non, ça, moi, vous l'avez dit tout à l'heure, je suis vice-président de la CPME nationale en charge de l'union des territoires, donc de l'animation des territoires. Je peux vous dire que cette ambiance que nous avons ici, qui est une ambiance constructive, positive, où on met les égos de côté, où on se bat pour développer ce territoire, on n'est pas nombreux à l'avoir. Merci en tout cas de le rappeler, Pierre Cuchelly. Donc, je répète une information importante que vous venez de dire, c'est se faire labelliser Made in 95. Eh bien, c'est tout simple. Vous allez ou sur le site de la CCI ou sur le site de la CMA et vous répondez à 5 questions et c'est gratuit en plus. Les questions, c'est comment s'appelle votre société, elle est où? C'est, je crois, votre numéro de siret. Et on vous demande de répondre à 2 questions. C'est est-ce qu'au moins 50% de votre valeur ajoutée est-ce qu'au moins 50% de votre valeur ajoutée est faite dans le Val d'Oise? Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'au moins 50% de vos salariés sont dans le Val d'Oise? Et je vais vous faire un aveu, si ce n'est pas 50%, si c'est 40%, personne ne va vérifier. Ce qu'il faut, c'est qu'on mette en avant, qu'on regroupe cette qualité du Made in 95. Moi, j'ai quand même le souvenir, il y a 4-5 ans, ce n'était pas le préfet Saint-Quentin, ce n'était pas le préfet La Tournerie qui était là avant, c'était le préfet précédent, qui n'allait pas beaucoup voir les entreprises, si je peux me permettre une petite pique, mais qui était venu à notre salon du Made in 95 qui s'appelle l'Effervescence, qui m'avait dit j'aurai une demi-heure, il est resté plus de 2 heures, et quand je l'ai accompagné à son scooter, parce qu'il se déplaçait avec un chauffeur sur un scooter, il m'a dit il faut que je vous dise un truc, monsieur le président, je ne savais pas qu'on faisait autant de choses dans le Val d'Oise. Donc moi je vous le dis, on fait plein de choses dans le Val d'Oise. C'est pas la peine d'aller acheter en Chine, c'est pas la peine d'aller acheter en Suisse, c'est pas la peine d'aller acheter dans d'autres pays, acheter Made in 95. On a de tout et de qualité. Et en plus, c'est bon pour la planète. Oui, et plus mais par contre, c'est pas... Justement, en parlant de résultats, Pierre Cuchelly, vous êtes vous-même gérant d'une entreprise industrielle, ça s'appelle le Savoir Industriel ou LSI. Où en êtes-vous? Comment ça se passe en ce moment côté industriel? Puisque le service, on voit bien qu'avec la pandémie, le service, donc les commerces, se portent très mal. Par contre, l'industrie, ça se porte comment? Alors l'industrie, ça dépend vraiment des industries. Et ça, c'est une industrie qui ne se porte pas si mal que ça. Il y en a d'autres, et notamment dans le domaine de la sous-traitance aéronautique et de l'aéronautique, tout ce qui touche à l'aéronautique en général, où ça se passe relativement mal. Moi, je voudrais quand même dire que je trouve positif et salutaire que ce gouvernement ait enfin compris que la France avait besoin d'une industrie. J'ai dit sous forme de boutade tout à l'heure,
Les Chinois n'ont rien volé, on leur a donné, mais c'est vrai. Ce sont nos industries en France qui sont allées, qui ont envoyé des plans là-bas, qui ont envoyé des ingénieurs là-bas pour leur expliquer comment faire, etc. Les Chinois ne sont pas du tout des imbéciles, et quand on leur explique comment faire, en plus, ils réfléchissent à comment améliorer les choses, et il ne faut pas s'étonner que derrière, ils nous noient des produits qu'on leur a appris à faire à des coûts de production. On peut dire, hein, et c'est vrai qu'en France, on paye trop de charges sociales, on paye trop d'impôts, etc. Et même si le gouvernement les divisé par 2 ou par 3 ou par 4, on n'arrivera jamais à atteindre les niveaux de salaire qu'il y a en Chine. Bon, donc je pense qu'à un moment donné, il faut réfléchir à se protéger autrement. Mais je trouve salutaire que ce gouvernement ait décidé de relancer l'industrie en France. Il y a un plan industrie qui est quand même assez puissant, assez fort. Nous, Chambre de commerce, nous avons une mission qui a été donnée par Agnès Pannier-Runacher, qui est la ministre en charge de l'industrie, pour informer les entreprises industrielles sur tous les volets, de ce plan de relance. Et la CCI du Val d'Oise est en charge de cette mission pour la CCI régionale. C'est un peu compliqué. Chaque chambre de commerce départementale a une mission qu'elle accomplit pour la région. Et donc nous avons cette mission d'informer les entreprises industrielles et de les renseigner si elles nous appellent. Nous-mêmes en avons appelé, je crois que dans un délai de 6 semaines, on en avait 3500 appelés qu'on a appelés largement. On continue. On a mis en place une task force, comme on dit, de 6 personnes pour répondre aux industriels. Mais ce qu'on a mis 40 ans à démolir, on ne va pas le reconstruire en 2 ans, hein, ou en 1 an, ou en 6 mois. Donc belle initiative, bravo, c'est dommage. Moi, je me souviens de mon ami Gilbert Civici, que tout le monde connaît, ancien président de la Chambre de commerce et ancien président du comité mécanique. La première fois que je l'ai vu, nous avions une réunion avec les constructeurs automobiles, c'était il y a 25 ans à peu près. Il leur a dit, messieurs, le jour où il n'y aura plus d'ouvriers pour construire vos voitures, il n'y aura plus d'ouvriers pour les acheter. Eh bien, on y est. Donc je suis content qu'il y ait aujourd'hui une prise de conscience et qu'on reparte dans l'autre sens. Mais on ne va pas repartir comme ça. Après, on vous dit, il faut innover. C'est bien d'innover. Il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens, et puis il faut trouver les marchés. La France, je vais peut-être en surprendre quelques-uns, la France, c'est le pays de l'innovation. Le problème, c'est pas l'innovation, c'est derrière. Il faut produire, il faut vendre. Et c'est là où on est moins bon. Mais la France, c'est le pays de l'innovation. Merci Pierre Cuchely. Alors encore plus. Pour le savoir industriel, donc votre propre entreprise, rappelez à nos auditeurs que fait-elle? Alors nous avons développé un système qui permet de protéger les bornes à incendie, les bouches à incendie, contre les phénomènes d'ouverture intempestive, ce qu'on appelle en langage. Je ne sais pas pourquoi on ne parle plus qu'en anglais maintenant. Ça s'appelle le street pooling. En fait, ce sont des gamins qui s'amusent à ouvrir des bouches à incendie pour faire un geyser. Ce sont des gens qui s'en servent pour remplir leur piscine. Ce sont des gens du voyage qui vont prendre de l'eau là où ils n'ont pas le droit de s'installer. Ce sont des voyous qui les ouvrent pour jeter des cailloux, voire pire, sur les pompiers ou sur les gendarmes qui viennent. Donc c'est tout ça. Donc nous avons développé un système qui est complètement autonome, invisible, sûr, sécurisé, innovant, breveté bien sûr. Je regrette un petit peu que j'en installe un petit peu partout en Ile-de-France, pas beaucoup dans le Val d'Oise, donc j'encourage vraiment les maires et les présidents de comité d'agglo du Val d'Oise à regarder ce système qui est très innovant, qui permet d'économiser de l'eau, donc c'est complètement dans l'air du temps. Il faut savoir d'ailleurs que dans le plan de relance du gouvernement, il y a des aides qui sont attribuées aux collectivités qui font des investissements pour acheter des produits, pour installer des produits innovants qui sont écologiques, qui permettent d'économiser l'énergie. C'est pile poil ce que nous faisons, et donc voilà. Donc sinon, ça sont des marchés publics, donc c'est un petit peu long. Donc comme moi je suis un homme pressé, j'aimerais aller plus vite, et nous sommes en train de sortir. Là, j'ai les premiers, la pré-série qui est sortie, les premiers échantillons de produits que vous pouvez installer chez vous dans votre résidence secondaire, qui vous permettent à distance de contrôler votre eau. C'est-à-dire, si vous partez de la maison, partez en vacances, en voiture, j'ai oublié de fermer l'eau. Avec votre téléphone, vous pouvez fermer l'eau. Vous avez l'eau fermée, vous avez une fuite chez vous. Eh bien, vous avez l'eau ouverte, vous avez une fuite chez vous, vous êtes informé. Vous pouvez fermer l'eau à distance. Vous pouvez aussi comparer vos consommations d'eau jour par jour, semaine par semaine, mois par mois. Voilà, donc c'est un produit. Et donc ce système grand public que vous êtes en train de lancer coûte combien? Écoutez, les prix de vente ne sont pas encore sortis, mais ça va être, suivant les versions, entre 300 et 500 euros. Et donc vous pensez que ce sera prêt pour le début janvier 2021 ou même avant? On commence à le montrer, donc voilà, la commercialisation va démarrer avant la fin de l'année. D'ici la fin de l'année. Alors après, il faut quand même un plombier. Si vous ne savez pas couper un tuyau d'eau, il faut quand même un plombier, mais un plombier il va vous prendre 100 ou 200 euros pour installer ça. Et je pense que c'est tout à fait dans l'air du temps. Moi j'ai tendance à dire que l'eau, c'est l'or de demain.
L'or, on est bien d'accord avec vous, l'eau, c'est l'or de demain. Donc 2 systèmes chez LSI, un système dédié aux communes pour protéger ces bornes à incendie. On fait un appel aux communes si elles souhaitent donc sécuriser leurs bornes à incendie. Et puis pour le grand public, un système de contrôle et d'arrêt de l'eau qui se pilote avec son téléphone à venir d'ici la fin de l'année. Et vous ne m'avez pas posé la question, Florence, mais je vous encourage vraiment à la poser à tous les entrepreneurs que vous allez recevoir à partir de maintenant dans le Val d'Oise. Bien entendu, LSI est labellisé Made in 95. Évidemment. Alors, merci en tout cas de ce long entretien qu'on pourra retrouver sur notre plateforme Barre de l'économie. Merci de ce que je dis, Jean-François. En complément de tout ça, le comité d'échange franco-japonais, que j'ai effectivement l'honneur et la chance de présider, organise le 3 décembre prochain sa deuxième action SCC. En fait, c'est une opération que nous avons lancée l'année dernière, qui a lieu sur 3 ans, qui permet de se rencontrer à des startups françaises et japonaises, ainsi que des grands groupes. Et l'année dernière, nous l'avions fait bien entendu en présentiel à la station F, et nous avions eu un succès absolument extraordinaire, avec des parrains comme M. Hideo, qui est l'un des anciens patrons de Sony Monde, et Anne Lauvergeon, que tout le monde connaît. Cette année, en raison de la pandémie, bien sûr, la deuxième édition aura lieu le 3 décembre en visio, et on peut s'inscrire très facilement, et c'est gratuit sur le site du CEFJ, c'est cefj.org, je crois. Et j'encourage vraiment toutes les startups du Val d'Oise et toutes les entreprises du Val d'Oise à s'inscrire. Et la 3e édition qui aura lieu l'année prochaine aura lieu au Japon. Au Japon. Ça c'est dit. Donc voilà les 3 rendez-vous à venir. Je répète, 23 et 24 novembre avec le CEVO. Comment faire du business et la Chambre de commerce, bien sûr. Comment faire du business au Japon et comment avoir les codes culturels pour travailler avec le Japon. Le 23 à 18h et le 24 à 17h. Ce sont sous forme de webinaire, comme on dit aujourd'hui. Donc c'est accessible, c'est gratuit. Et là, pour ça, il faut s'inscrire sur le site du CEVO. Le site du CEVO ou le site de la Chambre de commerce, c'est bien répertorié, ou de nous passer un appel téléphonique et on enverra le lien, évidemment, pour s'inscrire. Et le 3 décembre, Pierre Cuchely, comment fait-on? Il faut s'inscrire. On va sur le site CEFJ, Comité d'échange franco-japonais, cefj.org. Voilà, pour tout type d'entreprise. En anglais et en japonais. Tout type d'entreprise, que ce soit de la start-up. C'est une opportunité extraordinaire pour les start-up valdoisiennes de se faire connaître en France et au Japon. Pierre Cuchely, une minute pour conclure. Alors, d'abord, je crois qu'on a dit beaucoup de choses ce matin, mais voilà, moi ce que je souhaite vraiment, c'est que d'un côté, on permette aux bars, aux restaurants, aux hôtels, aux clubs de sport, à tous les petits commerces qui sont tous essentiels, de réouvrir le plus possible, que l'on arrive avec ce virus qui est quand même une vraie saloperie. Hein, je veux dire, c'est pas parce qu'on dit que l'on souhaite l'ouverture des petits commerces et des bars-restaurants que on sous-estime ce Covid. Il faut être extrêmement prudent. Et avant de conclure, ma chère Florence, moi je voudrais juste rendre un petit hommage à notre ami Jean-Pierre Janton, qui nous a quittés, qui était juge au tribunal de commerce de Pontoise, qui était un homme très impliqué à la CPME et dans les réseaux d'entreprises, qui était à la CPME nationale. Il avait une mission de formation des juges au tribunal de commerce, et je tiens à lui rendre un hommage appuyé. Et on appuie sa famille. Merci beaucoup. Ciao, ciao.